De nouvelles interpellations, quasi un an après le coup de filet de décembre 2007, avec une alerte qui avait été sérieuse à l'époque, ce qui prouve que le niveau d'alerte n'a pas baissé, qu'après les changements aux États-Unis, les attentats de Bombay, on peut être sûr que dans la mouvance Al-Qaïda, il y a une volonté de défier l'Occident aujourd'hui. Mais on a eu une actualité belge chargée, effectivement, depuis décembre 2007. On a eu la fameuse alerte de décembre 2007. On a eu des arrestations dans la mouvance Bélirage il y a 15 jours, à Bruxelles, entre autres. On a eu les fameuses menaces envoyées à des télévisions néerlandophones et hollandaises contre la Belgique. Et aujourd'hui, on a eu cette opération contre une cellule qui apparemment était prête à passer à l'acte. Donc effectivement, c'est une preuve de plus, s'il en fallait une, que non seulement le niveau de menace ne baisse pas, mais qu'il reste extrêmement élevé. Que sait-on sur cette cellule ? Pour le moment, comme on est vraiment dans les heures qui suivent les arrestations, les interpellations, puisqu'il n'y a pas encore d'arrestation au sens légal du terme, et que le juge d'instruction doit encore se prononcer, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'on a au minimum au centre de cette cellule 3 personnes qui semblent revenir d'Afghanistan, qu'un des 3 semblait être prêt à commettre un attentat suicide, qu'il avait manifesté son intention, qu'il avait enregistré son testament, qu'il avait reçu l'autorisation de commettre cet attentat, et que très récemment, le 7 décembre, il aurait demandé qu'on évacue sa famille d'Europe. Donc on était en face d'une cellule qui manifestement était prête à passer à l'action. Avec encore une fois une femme qui défraie la chronique depuis bien longtemps, depuis avant même 2001. Alors, il y a effectivement au centre de cette affaire Mme Malika El Haroud. Alors, soit Mme Malika El Haroud n'a pas de chance et est la victime à répétition d'erreurs judiciaires tragiques, soit Mme Malika El Haroud, ce qu'on pourra peut-être finir par accepter, est un pivot central de cette mouvance djihadiste. Malika El Haroud, depuis des années, qui est donc la veuve d'un des assassins du commandant Massoud, a continué un rôle de propagandiste du djihad par le biais d'Internet et par le biais de différents sites, dont certains qu'elle anime, et elle a un rôle important de motivation et de recrutement aujourd'hui de jeunes djihadistes en Europe. Donc c'est vraiment une figure centrale, en tout cas idéologique, du djihad en Europe. Pourquoi a-t-elle été interpellée aujourd'hui ? Mais apparemment, son mari, qui revenait d'Afghanistan, est une des 3 personnes qui étaient soupçonnées de préparer un attentat. Si on se rappelle qu'effectivement, le premier mari de Mme Malika El Haroud a été tué en assassinant le commandant Massoud. Sans qui, probablement, les attentats du 11 septembre 2001 n'auraient pas dû se produire, n'auraient pas pu, en tout cas, aussi rapidement. L'assassinat du commandant Massoud et les attentats de 2001 sont intimement liés, puisque les talibans n'ont autorisé ces attentats qu'à condition d'avoir la certitude que le commandant Massoud serait éliminé, puisqu'il était l'homme qui pouvait aider les Américains et l'Occident à réagir contre ces attentats en Afghanistan. Donc tout ça, on est dans une mécanique qui reste encore en partie à décrypter, mais qui semble assez claire aux analystes. Donc sans les attentats du 11 septembre, sans l'assassinat du commandant Massoud, auquel l'un des maris de Mme Malika El Haroud a été intimement lié, puisqu'il a participé à cet assassinat, il n'y aurait peut-être pas eu de 11 septembre. On est vraiment en face d'une famille, d'un groupe qui a un rôle important au plan international. Et d'ailleurs, les islamistes ne s'y trompent pas. Ils considèrent Malika El Haroud comme une icône. Malika El Haroud, qui de surcroît a vécu dans l'entourage très proche d'Oussama Ben Laden à Jalalabad. Malika El Haroud a vécu avec Oussama Ben Laden. Elle en parle d'ailleurs dans son livre Soldat de lumière. Elle explique à quel point cet homme avait été fascinant, était un espèce, comme le dit Trabelsi, qui est en prison en Belgique aujourd'hui, un espèce de père pour tous ceux qui les approchaient. C'est quelqu'un qui a eu l'occasion de voir de très près la réalité du djihad, qui a participé directement ou indirectement de très près à la préparation d'attentats importants, et qui 8 ans plus tard, 7 ans plus tard, est toujours dans la même mouvance, est toujours aussi active et est toujours aussi dangereuse. Après avoir été poursuivie en Suisse parce qu'elle participait à un site de propagation de l'islamisme, du djihadisme. Malika El Haroud a été inquiétée dans des procès en Belgique liés aux assassinats du commandant Massoud. Elle a été condamnée en Suisse pour propagation de l'islam radical et du djihadisme. Elle est aujourd'hui sous enquête pour la 2e ou la 3e fois en Belgique dans cette affaire qui a été éclatée ce matin. Muriel Degault. Muriel Degault, bien sûr, c'est une personne dangereuse et au minimum, une multirécidiviste, peut-être pas au sens juridique du terme, mais en tout cas dans l'intention, on est clairement en face de quelqu'un qui a une ligne de conduite qui n'a pas varié. Malika El Haroud est un avocat, un propagandiste du djihad international et le reste. Trabelsi,
figure aussi emblématique du djihadisme en Belgique, qui lui est toujours emprisonné, est lié à ces interpellations d'aujourd'hui? Il semblerait que M. Trabelsi soit effectivement lié à ces interpellations, ce qui est intéressant parce qu'on se rappellera qu'en décembre 2007, les premières vagues d'arrestations qui avaient été liées à M. Trabelsi, on parlait d'un complot pour son évasion. À l'époque, l'opération manifestement s'était faite trop vite, la police n'avait pas trouvé les éléments probants permettant d'inculper vraiment les personnes recherchées. Aujourd'hui, on a une phase de gens qui ne sont sans doute pas très différents, on le verra dans les jours à venir, de ceux qui avaient déjà été inquiétés il y a un an. Donc on est effectivement dans une mouvance qui touche directement le cœur d'Al-Qaïda, puisque Nizar Trabelsi, il faut le rappeler, a rencontré Oussama Ben Laden, et la mission qu'il a reçue, qui était de commettre des attentats en Belgique et en France, lui a été donnée directement par Oussama Ben Laden. Ce qui est inquiétant, c'est le fait que depuis sa prison, Trabelsi peut encore jouer un rôle, pas seulement de modèle pour un certain nombre d'adeptes de l'islam radical, mais d'organisateur éventuellement. Je suis assez frappé par le fait que je vois régulièrement les avocats de M. Trabelsi se plaindre des conditions de détention de M. Trabelsi en disant que c'est inhumain, qu'il ne peut rien faire, qu'il ne voit personne, etc. Et puis effectivement, on se rend compte que M. Trabelsi a une influence directe et parfois presque opérationnelle sur certaines choses, qu'il a manifestement des contacts. Donc il y a une question qui se pose, comment se font ces contacts ? Est-ce que les conditions de détention de M. Trabelsi sont tellement terribles, aussi terribles que nous le décrivent les avocats ? Ou est-ce qu'il y a un certain laxisme parce qu'on arrive en bout de peine, M. Trabelsi est libérable presque d'un jour à l'autre aujourd'hui. Est-ce qu'on se dit il n'est plus dangereux, on va le laisser avoir les contacts téléphoniques ou autres qu'il veut avoir ? Il y a là manifestement un vrai problème, peut-être qu'on n'a pas pris totalement la mesure de la dangerosité du personnage.